Parler de problèmes internationaux, on pourrait à la limite faire une extrapolation qui serait bienvenue. C'est que bon, à partir du moment où on parle de l'ONU, il faudrait faire le tour de la planète, puisque autant régler tous les problèmes à la fois, et si on veut ne pas les régler d'une manière guerrière, il vaut mieux au moins mettre à plat. Est-ce que c'est pas lié à un passé colonial? Est-ce qu'il n'y aura pas de choses inadmissibles? On a parlé de l'Afrique du Sud, qui est un véritable problème, qui pourrait faire l'objet d'une émission à lui seul. Mais on a d'autres problèmes sur le continent américain, sud-américain. On a des problèmes sur le continent asiatique aussi. Il y a des problèmes, des situations quand même difficiles liées au passé colonial ou à ce qu'on appelle le partage du monde entre les Anglais, les Américains et les Soviétiques, les Français aussi un peu. Donc, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui, tu ne penses pas qu'il serait intéressant aujourd'hui que les uns les autres, tous les peuples, tous les individus se mettent à réfléchir sous, à la limite, un ordre nouveau. Ne pas laisser ça aux politiques, parce que finalement, les politiques n'interviennent que lorsqu'il y a un intérêt financier, parce que là, les États-Unis donnent l'exemple type, là. C'est vrai, et nous avons envisagé tout à l'heure, nous avons abordé le problème du pétrole. Un problème se pose. Les États-Unis, grand État puissant, aurait-il ou serait-il intervenu en Arabie Saoudite si l'Arabie Saoudite n'avait pas autant de pétrole? Si c'est un État qui économiquement, si c'est un État économiquement faible, les États-Unis seraient-ils intervenus au Proche-Orient? Mais est-ce que, à partir du moment où on se pose cette question-là, est-ce que ça dénature pas tout de suite la démarche, la grande morale de l'égalité, du droit, du respect du droit? Est-ce que ça dénature pas tout de suite lorsqu'on se pose une telle question? Parce que quelque part déjà, c'est d'enlever 50% de la... Il est certain qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je le disais tout à l'heure, c'est que tous ces États sont avant tout intéressés. Mais souvent, ils se cachent sous une étiquette de moralité. Alors, pour faire passer certains messages, ils se cachent derrière le droit international. Mais le droit international, ils se cachent derrière ce droit, mais souvent, ils sont intéressés. Mais et je dirais, pour étayer cette thèse, que jusqu'à présent, il me semble, et il est prouvé, que l'Arabie Saoudite verse beaucoup d'argent aux États-Unis pour sa présence dans la région. Mais l'Arabie Saoudite finalement est venue se protéger grâce aux Américains selon la démarche. Mais aujourd'hui, apparemment, on s'apprête aujourd'hui à quasiment attaquer le Koweït, enfin attaquer Saddam Hussein sur le Koweït, et ce n'est plus se défendre, c'est quasiment mettre en place une armée, selon même certaines sources, selon ce qu'on laisse entendre, que les Américains n'auraient pas l'intention de partir de sitôt. Il est possible qu'il change de stratégie diplomatique au Proche-Orient. Une stratégie diplomatique accompagnée certainement d'une présence militaire. Jusqu'à présent, les États-Unis jouaient la carte d'Israël comme étant le fer de lance, l'année type. Il est possible qu'ils déplacent quelque peu leurs amitiés et se lient un peu à l'Arabie Saoudite et qu'ils implantent une base. Tu vois? Je suis particulièrement, je pense que particulièrement
les États-Unis ne sortiront pas de l'Arabie Saoudite de sitôt. Ils vont rester. Mais justement, pour réagir comme ça, parce qu'on est quasiment en Guadeloupe baigné par ce qu'on appelle, je dirais, les grands révolutionnaires, entre guillemets, ils disent toujours le néocolonialisme, que les gens sont quelque peu aliénés parce qu'on vit dans un pays colonisé ou de suite de colonisé, etc. On pourrait imaginer aussi, poser la même question, on se dit, est-ce que tous les pays du Proche-Orient, puisqu'ils ont été occupés avant par d'autres nations, est-ce que ce ne serait pas la même situation qui explique que ces pays qui ont quand même les plus grandes richesses du monde, indispensables aujourd'hui, je peux dire des richesses liquides, on va pas obligatoirement parler de pétrole, mais enfin des liquidités, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'argent, et qui sont très peu peuplés. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle ce Roland de néocolonialisme qui empêche ces gens-là de s'organiser efficacement et faire face au monde occidental? Parce que c'est quand même des pays très riches. Même si l'Irak est peuplé, mais à la limite, que ce soit le Koweït ou l'Arabie Saoudite qui ont les richesses incommensurables, ce sont des pays qui pourraient s'entraider entre eux pour pouvoir s'organiser comme l'Europe s'organise, etc. D'où ça peut venir? Est-ce que c'est ce Roland de néocolonialisme ou est-ce que ça, parce qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens? Comment expliquer cela? Mais écoute-moi, on pourrait invoquer le colonialisme, mais je reste persuadé que, tu sais, ces États qui sont passés rapidement d'un stade archaïque à un stade de pays développé avec la découverte du pétrole, je crois que la transformation s'est faite trop vite. Un pays qui connaissait le nomadisme, en moins de 50 ans, moins de 40 ans, qui ont eu une accumulation d'une telle richesse, ne savaient quoi en faire. Je te dirai pour information que la majorité de l'argent de l'Arabie Saoudite est actuellement aux États-Unis. Ils ont un tel volume, une telle masse monétaire qu'ils ne savent quoi en faire. Tu as entendu parler des pétrodollars. Donc tous les dollars, la majorité de cette masse monétaire de l'Arabie Saoudite est aux États-Unis. Et c'est les Américains qui se servent de cet argent-là à l'intérieur des États-Unis. On pourrait imaginer que ce soit l'inverse, qu'on les investisse en Irak, par exemple, c'est ce que Saddam Hussein a demandé. Les intellectuels arabes, la majorité des intellectuels arabes et des grands économistes souhaiteraient la création d'une banque internationale arabe qui pourrait gérer cette masse monétaire. Mais ce qu'il faut dire en conclusion, c'est que ces pays-là, donc, se sont transformés rapidement. Ils sont passés d'un état archaïque à un état développé au point de vue de richesse. Mais les transformations sociales n'ont pas eu lieu. On assiste dans ces pays-là où la pauvreté côtoie la grande richesse. Vous comprenez? C'est-à-dire que si on regarde le revenu par tête d'habitant, ce sont des pays considérés comme étant des pays riches. Mais malgré tout, il y a encore des paysans à la campagne et des nomades qui vivent sous les tentes, que ce soit en Arabie Saoudite ou même au Koweït. Tu vois, donc, c'est pour dire que oui, tu as des grands bâtiments qui ont émergé du désert, mais les tentes existent encore. Mais lorsqu'on parle souvent, par exemple, les États-Unis qui interviennent partout, qui disent qu'ils veulent rétablir la démocratie comme au Panama, on se pose, toi, tu
tu te poses pas la question, exemple, de dire, bon, c'est quand même, c'était pas la démocratie au Koweït. On ne peut pas dire que c'est une solution de l'envahir, mais pour établir à la limite les rois, les trucs, il n'y avait pas de démocratie dans ce pays. Écoute, c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie au Koweït, c'est-à-dire c'est un pouvoir monarchique, c'est-à-dire c'est un roi qui gouvernait. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le problème se situait au niveau, c'est-à-dire qu'il fallait-il accepter ou ne pas accepter qu'un État, parce qu'il a plus de moyens, envahisse l'autre. Et là, n'importe quel démocrate, intuitivement répond non. Quels que soient les motifs, un grand État ou bien un État n'a pas le droit d'occuper un autre parce qu'il est plus fort. Même si il dit que ça a été une partie de mon territoire. Nous sommes actuellement au niveau international pour l'ordre international. Que chaque pays soit respecté en tant que tel, avec des frontières sûres. Et c'est pour cela que l'Irak a été condamné à l'unanimité par l'ONU. Mais bon, puisque tout le monde dit qu'il est pour la paix, la paix, c'est vrai que si l'Irak continue à être correct, il ne peut pas avoir de paix. Mais alors, ça veut dire que c'est inéluctable la guerre. On peut imaginer quoi? On peut imaginer que les premiers coups de feu, l'Irak se retire. Malheureusement.